Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. On connaît tous les petits tas de sable en tourbillon sur le sable mouillé des plages à marée basse. C'est l'œuvre d'un petit ver marin, là depuis des milliers d'années sur nos côtes, qui a été récemment redécouvert par la recherche. Arenicola marina, c'est son petit nom, et ce ver est désormais à la base d'une avancée médicale très prometteuse qui a toute sa place dans les blocs opératoires. Quand la médecine et la science s'inspirent de la nature, il y a tout de suite plein d'idées formidables qui émergent. C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Restez à l'écoute du Labo des Savoirs. Vous allez voir, vous allez tout comprendre. Et cette émission a été réalisée en partenariat avec le Muséum d'Histoire naturelle de Nantes dans le cadre de son cycle des conférences étonnantes. Notre invité, Franck Zal, est docteur en biologie marine et fondateur de la société Emarina. Il est interviewé par Dounia 16 du Labo des Savoirs. C'est bon à savoir. C'est bon de savoir. C'est le Labo des Savoirs. Franck Zal, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en biologie marine, ancien chercheur au CNRS et fondateur de l'entreprise Emarina. Vous êtes à l'origine d'une innovation médicale liée à un petit ver de sable, le Arenicola marina, dont on va parler. Mais vous êtes avant tout un biologiste qui connaît bien les océans du monde et de leur faune. Alors avant de parler de ces vers des sables, j'imagine que vous avez dû étudier d'autres espèces animales plutôt inspirantes pour la recherche médicale et l'innovation humaine. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner que vous avez pu rencontrer lors de votre parcours ? Alors oui, bien sûr, dans mon parcours de recherche qui a duré à peu près 15 ans quand j'étais au CNRS, j'ai navigué sur la plupart des océans, j'ai plongé dans les abysses avec les sous-marins, le Nautil, l'Alvin en fait, de la Woodsole. Donc j'ai bien vu en fait, les organismes de visu, en fait, des sources hydrothermales profondes à 4500 mètres au fond du Pacifique et au niveau de l'Atlantique. Donc ça, c'était des grands vers géants qui faisaient 3 à 4 mètres avec une capacité à utiliser le soufre plutôt que d'autres types d'énergie, vivaient sur la chimiosynthèse. Donc j'ai vu ces grands vers qu'on appelait des Riftia pachyptila, j'ai vu des grands crabes géants, des Bitocrea thermidrons, des anguilliformes, en fait beaucoup de grands crustacés aussi, des grands aussi, des octopus, des calamars, etc. Donc j'ai observé tout ça, je me suis principalement focalisé sur les vers, les annélides, et je vous expliquerai pourquoi, mais également aussi sur les hémocyanines de crustacés, parce que c'était des pigments respiratoires extrêmement intéressants. Des créatures donc, qui sont vraiment très différentes de celles qu'on peut croiser sur Terre parce qu'elles sont dans des fonds marins, dans des océans et qui sont dans un écosystème très différent du nôtre. Alors oui, bien évidemment, vous imaginez au milieu du Pacifique, vous plongez à 4,5 km en fait, au fond de l'océan et vous vous retrouvez en fait, à toucher l'océan, le fond de l'océan Pacifique, et puis vous allumez vos lumières et puis vous tombez en fait, sur un écosystème complètement nouveau, en fait, comme dans un film de Jules Verne, où vous voyez des vers géants, donc lequel, en fait, ce qui en fait sa caractéristique, justement, c'est ces processus de chimiosynthèse. C'est des organismes qui tout l'environnement est basé sur la chimie du soufre, alors que bien sûr on connaît la biologie qui est liée en fait à la photosynthèse. Ici, c'est la chimiosynthèse. Donc on peut imaginer que demain, s'il n'y a plus de soleil, il y aura toujours ces organismes au fond des océans. Voilà des inspirations sur lesquelles on va pouvoir peut-être trouver de nouvelles innovations, parce que ce n'est pas la première fois que l'homme s'inspire de la nature pour inventer de nouvelles choses. Ça s'appelle le biomimétisme. Oui, c'est ça, c'est s'inspirer de la nature, des 3,8 milliards d'années d'évolution pour aller innover. En fait, 3,8 milliards d'années d'évolution, c'est comme 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Et comme la nature en fait évolue par la sélection naturelle, donc tout ce qui n'est pas en fait efficient a disparu pour arriver jusqu'à nous aujourd'hui. Donc c'est un véritable laboratoire d'observation.
notamment dans les milieux marins que vous me décriviez juste avant, donc beaucoup sur la chimie du soufre. Ce sont des organismes qui ont donc dû s'adapter à ces milieux-là, mais comment par essai, Alors tout à fait. En fait, alors il faut se replacer il y a 3,8 milliards d'années. En fait, la vie est restée marine jusqu'à les 400 derniers millions d'années. Donc en fait, elle était quasiment marine jusqu'à 400 millions d'années. Donc ça veut dire que tous les processus physiologiques que l'on connaît aujourd'hui ont été développés principalement dans l'océan. Et donc, si on peut parler d'innovations qui ont été découvertes et qui ont révolutionné le monde de la science, on peut parler par exemple de la Taq polymérase. La Taq polymérase, c'est une enzyme polymérase qui a permis notamment de faire de la PCR. Donc la PCR pour amplifier l'ADN, pour faire du séquençage, etc. Ça, c'était des bactéries qui vivaient en fait au fond de cet océan, dans les cheminées hydrothermales, qui vivaient très très proches en fait des températures extrêmes, donc plus de 100 degrés. Et donc on a tiré une enzyme ultra thermostable qui a permis de répliquer l'ADN et de faire en fait ce qu'on connaît aujourd'hui, tout ce qui est la génétique. Tout ça, c'est venu de ces micro-organismes. Sans ces micro-organismes, on n'aurait jamais pu faire de PCR, par exemple. Et dans les milieux extrêmes dont vous me parlez, moi j'imagine aussi des milieux avec très peu de luminosité, faible en oxygène ou avec une pression très forte. Les organismes qui s'y trouvent et qui ont réussi à s'y adapter, on peut aussi tirer des enseignements de leur façon de vivre dans ces milieux. Ah oui, bah alors déjà le métabolisme, basé sur la chimie du soufre, quelque chose qu'on ne connaissait pas avant de trouver en fait les sources hydrothermales profondes. On peut imaginer donc 4500 mètres, ça fait quoi? Ça fait 450 bars donc de pression. Ça veut dire que ces organismes sont capables de supporter des très fortes pressions. Donc on peut imaginer en tirer des biomatériaux pour différentes applications. Alors il faut se repositionner aussi, c'est-à-dire que le fond de l'océan n'est pas totalement anaérobie, puisqu'en fait l'eau de mer profonde en fait, que l'on trouve au fond des océans a été fait en Antarctique et plonge en fait, au niveau des océans. Anaérobie, ce qui veut dire... Anaérobie, c'est dépourvu d'oxygène. En fait. Donc il y a des concentrations d'oxygène qui sont relativement faibles. Il fait froid, il fait 3 degrés, il fait noir, le noir total. Par contre, ces sources hydrothermales où l'eau s'échappe à 300-400 degrés Celsius, c'est très très chaud. Et donc, il y a des courants de convection entre l'eau chaude qui sort du profondeur de la Terre et qui va diffuser en fait, dans l'océan pour drainer en fait, des particules autour de ces sources hydrothermales. C'est vraiment un environnement digne d'un film ou d'un livre de Jules Verne que l'on ne connaissait pas avant les années 80, par exemple. Et parmi ces organismes, peut-être moins extrêmes, moins impressionnants, mais qui on va le voir, sont plutôt utiles, on a ces fameux invertébrés marins, dont fait partie le ver des sables, l'Arenicola marina. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous en dire quelques mots? Alors oui, en fait, Arenicola marina, c'est un organisme qui appartient au phylum des annélides. Alors les annélides, c'est les organismes, les invertébrés qui sont segmentés, annelés. Et en fait, il y en a de trois sortes. Il y a les annélides polychètes, c'est ce que l'on va trouver principalement en fait, dans les océans, dans la mer, dans les zones en fait, différentes, intertidales, mais également aussi dans les zones différentes, abyssales, etc. Il y a en fait les oligochètes que vous allez trouver dans votre jardin, ce sont les vers de terre. Et il y a les akhètes que l'on va trouver principalement dans les rivières, c'est les sangsues. Lui, l'arénicole, en fait, il s'est arrêté sur la plage il y a 450 millions d'années. Il aurait pu aller plus loin dans votre jardin, mais lui, il s'est trouvé bien là et il s'est adapté au cycle de marée haute, marée basse. Donc, vous imaginez 450 millions d'années par rapport à nous. Nous, c'est 3 millions d'années. Notre ancêtre commun, qui était une femme qui s'appelait Lucie, l'Australopithèque Lucie, c'est 3 millions d'années. Et lui, ça fait 450 millions d'années, notamment cet arénicole qui est sur la plage entre la marée haute et la marée basse. Donc il a eu le temps d'évoluer, de changer de forme, Alors, on a des traces d'arénicole en fait, qui datent du tertiaire, donc, notamment les traces des turicules en fait, qu'il fait sur la plage. Donc, on pense qu'il y a 450 millions d'années, il était comme l'arénicole que l'on voit aujourd'hui sur les plages. Par contre, on ne connaît rien de sa physiologie, bien sûr, parce que en fait, tout ça, c'était il y a 450 millions d'années. Mais on peut supposer qu'il y a 450 millions d'années, il vivait là, entre la marée haute et la marée basse, et qu'il était capable en fait, d'arrêter de respirer, comme je vous l'expliquerai un peu par la suite. Mais c'est
c'est un organisme extrêmement archaïque qui a développé des adaptations physiologiques extrêmement robustes, puisque encore imaginez-vous, aujourd'hui on parle de réchauffement climatique, on parlait de glaciation, etc. Lui, il est là depuis, il a supporté tout ça, il a vu les glaciations, le réchauffement climatique, la montée du niveau de la mer, etc. Mais il est toujours là, et donc ça veut dire que c'est un organisme extrêmement résistant. Et d'ailleurs, dans nos travaux, on a essayé de chercher s'il y avait des pathogènes en fait liés à ce type d'invertébrés. On n'en a pas trouvé pour la rhénicole. Donc depuis 450 millions d'années, on le côtoie sur nos plages dans le monde entier? Alors Partout? non, pas dans le monde entier. C'est un organisme qui est relativement présent et qui est uniquement présent entre les plages du Nord et Biarritz. Donc on ne le trouve pas aux États-Unis, on ne le trouve pas en Chine ni au Japon, etc. Donc c'est une espèce qui est sur nos côtes en fait. Qui est sur nos côtes depuis très longtemps. Voilà, depuis ces millions d'années. Est-ce que c'est un sujet d'étude? Est-ce que c'est un ver qui intéresse la recherche française et les biologistes depuis longtemps? Oui, alors c'est un ver qui intéresse les biologistes depuis un certain temps, je dirais des années, principalement les années 70, peut-être même un peu avant, avec l'apparition donc, notamment du microscope électronique à transmission, qui a permis de calibrer certains éléments du microscope à transmission. Il a été également étudié pour sa physiologie globale, c'est-à-dire parce qu'on voyait bien que c'était un organisme extrêmement intéressant, et notamment mon directeur de thèse, qui s'appelait le professeur André Toulmont, qui a dirigé la station biologique de Roscoff, a travaillé pendant ses travaux de thèse sur la biologie globale de cette espèce. Donc moi, étant étudiant, j'ai continué aussi à travailler sur ce ver marin. Mais il y a des équipes aussi en Europe de l'Est qui s'occupent en fait de ce ver marin, parce qu'ils ont découvert aussi des peptides antimicrobiens qu'on appelle des arénicines, qui sont extrêmement intéressantes pour détruire certaines bactéries. Et donc oui, c'est un organisme, c'est un invertébré qu'on étudie très souvent. Et puis c'est aussi un indicateur de la bonne qualité des plages. Vous pouvez remarquer souvent quand il y a des arénicoles sur une plage, les plages sont extrêmement propres, tout simplement parce que c'est un organisme qui intervient dans la bioturbation. En fait, le métabolisme de la matière organique sur les plages, et généralement les plages où on voit de l'arénicole, c'est des plages très très propres parce qu'ils mangent en fait cette matière organique en décomposition et les bactéries qui tournent autour. Il semble avoir de nombreuses propriétés, presque on est un peu comme un ver magique. Il nettoie les plages, il a l'air assez résistant. Et donc depuis maintenant 50 ans qu'on le connaît, qu'est-ce qu'on a appris de lui? On a appris plein de trucs. Donc on a appris en fait comment il se reproduisait, comment il se disséminait. On a appris en fait comment il se nourrissait, comment il se reproduisait, son âge. Etc., etc. Mais tout ça, c'était vraiment dans un contexte de recherche fondamentale. Il n'y a pas eu d'application en fait, depuis en fait, que l'on s'intéresse vraiment de très très près en fait, à cette arénicole, autre que celle que l'on a trouvée à part les arénicines, qui sont des peptides antimicrobiens, mais qui ont été découvertes bien après en fait, nos découvertes. Et donc pourquoi on s'y intéresse? Alors, il y a une autre profession qui s'y intéressait, c'est les pêcheurs, puisque souvent, ver marin, c'est synonyme de pêche. Et donc, en fait, c'est un bon appât pour la pêche au bar. Et les pêcheurs s'y intéressaient principalement pour aller pêcher. Et vous m'avez parlé un tout petit peu plus tôt de pigments respiratoires. Voilà quelque chose, un terme dont je n'avais pas connaissance, puisque pigment fait plutôt appel au domaine de la couleur et de la vision. Et respiratoire, eh bien, se suffit à lui-même. Avant de rentrer plus dans les détails, est-ce que vous pourriez me dire à quoi est-ce que ça fait référence, donc, ces pigments respiratoires? Alors, un pigment, vous avez complètement raison, c'est une notion de couleur. Et donc, on est tous, en fait, à penser que tous ces transporteurs d'oxygène sont rouges, comme notre hémoglobine contenue dans nos globules rouges. Mais c'est complètement faux. Il existe des pigments respiratoires bleus, verts, jaunes, orange, violets, en fonction du site actif que la molécule contient. Pourquoi les pigments respiratoires, notamment l'hémoglobine, notre sang à nous est rouge? Tout simplement parce qu'il y a un atome de fer, et le fer ça rouille, et qui donne en fait la couleur rouge. Il y a du sang bleu, c'est le sang des crustacés, c'est les hémocyanines. Pourquoi c'est bleu? Tout simplement parce qu'il y a un atome de cuivre. Et donc le cuivre, quand ça s'oxyde, ça donne une couleur bleue. Avec d'autres couleurs comme la chlorocruorine pour les hémoglobines vertes. Mais voilà, tout ça c'est lié en fait à une particule, un métal qui est présent sur la protéine. Et donc effectivement, on parle de pigments parce que c'est coloré. Et ces pigments ont évolué en fonction de la vie. Il y a des organismes en fait primaires qui n'avaient pas d'hémoglobine, mais qui avaient quand même en fait une molécule qui ressemblait
ressemblait à un pigment respiratoire, mais qui avait d'autres fonctions, notamment des fonctions de détoxication de l'oxygène qui étaient toxiques pour les organismes anaérobies, qui a évolué vers un mécanisme de transport. Mais voilà, on trouve ces pigments respiratoires dans quasiment tout le règne du vivant. Et qu'est-ce que ces pigments traduisent peut-être de la façon dont fonctionne l'organisme ou du milieu dans lequel il évolue? Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'un pigment respiratoire, et notamment si on reprend l'exemple de l'hémoglobine, c'est vraiment une protéine qui va faire le lien entre votre environnement extérieur. Ici, on est dans une pièce, il y a de l'air dans cette pièce, et votre physiologie. Tout ça va se passer au niveau des poumons. Vos poumons vont être en contact avec l'environnement. Et derrière, en fait, votre physiologie doit s'adapter à votre environnement. Et donc, en étudiant ces pigments respiratoires, l'évolution de ces pigments respiratoires, on peut remonter jusqu'au milieu dans lequel fonctionnaient ces organismes à l'instant T. Et donc, notamment, ces pigments respiratoires, je le disais en préambule, ces pigments respiratoires, au démarrage, ce n'étaient pas du tout des transporteurs d'oxygène. C'était des molécules qui devaient piéger l'oxygène qui était toxique pour le métabolisme anaérobie. Et quand la photosynthèse est apparue, quand il y a eu les cyanobactéries, etc., qui ont créé en fait une période extrêmement riche en oxygène, ça a évolué en fait en un mécanisme de défense vers un mécanisme de transport d'oxygène. Mais au démarrage, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette molécule, elle est présente, en fait, le gène qui code pour cette molécule est présente en fait chez des organismes extrêmement vieux. Je ne sais pas si vous savez, on trouve des gènes d'hémoglobine dans des arbres, dans des bactéries, tout simplement, encore une fois, parce que ça reflète l'évolution de ces organismes pour arriver jusqu'à l'homme qui a besoin de ces pigments respiratoires ou ces transporteurs d'oxygène pour assurer son propre métabolisme. C'est un reste évolutif qui a changé de fonction au fil des années. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des équipes qui s'intéressent beaucoup à l'évolution des hémoglobines pour en faire des arbres phylogénétiques, pour essayer de comprendre quel était le milieu ambiant en fait, il y a 3,8 milliards d'années. Parce qu'encore une fois, en étudiant ces pigments respiratoires, la structure et la fonction de ces pigments respiratoires, on est capable de remonter jusqu'à l'environnement originel. Et du coup, Arrêt Nicolas, de quelle couleur est son pigment alors, il est rouge parce que le site actif est un atome, alors c'est de l'hème, avec au centre une molécule de fer qui va donner cette couleur en fait au pigment respiratoire. Et qui transporte de l'oxygène notamment. Alors, qui transporte de l'oxygène notamment avec une caractéristique tout à fait particulière, c'est chez ce ver, on a découvert l'ancêtre de nos globules rouges. Vous et moi, on a de l'hémoglobine, mais elle est contenue dans une cellule anucléée qu'on appelle le globule rouge. Le ver, en fait, cette molécule d'hémoglobine est extracellulaire. Elle n'est pas contenue dans un globule rouge. Ce qui en fait une molécule universelle. Il n'y a pas de typage sanguin chez le ver marin. Par contre, elle est capable de lier 40 fois plus d'oxygène qu'une hémoglobine humaine. Donc, elle est constituée de 156 chaînes de globine. Et nos hémoglobines à nous, qu'on appelle HbA, est constituée de 4 chaînes de globine. Donc, 40 fois plus d'oxygène lié à cette molécule. Et aussi, une autre caractéristique, c'est que comme elle est extracellulaire, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge. On parle du nanomètre pour parler d'hémoglobine de ver marin, et on parle du micron quand on parle du micromètre, quand on parle du globule rouge. Des propriétés donc, qui semblent assez extraordinaires pour l'hémoglobine de Arrêt Nicolas. Alors, on a parlé d'oxygène, on commence à parler de plus en plus de cet oxygène dans notre corps. Quel est son rôle? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin dans notre sang et dans notre corps en général? Alors, l'oxygène, déjà, c'est le gaz qui est indispensable à la vie. On pourrait faire l'analogie avec le carburant que vous mettez dans votre voiture. Sans carburant, c'est la panne sèche. Sans oxygène, c'est la mort assurée. Donc c'est un gaz qui va permettre le métabolisme aérobie, qui va permettre le transport d'oxygène vers des mitochondries qui vont synthétiser en fait une molécule qu'on appelle l'ATP, qui va être extrêmement intéressante et indispensable, notamment pour le métabolisme aérobie. Donc c'est l'énergie de notre propre moteur qui va nous permettre de fonctionner. Donc qui est vraiment indispensable au bon fonctionnement de notre corps au quotidien. Alors pour vous en persuader, vous pouvez essayer de bloquer votre respiration. Vous n'allez pas tenir longtemps, tout simplement parce qu'on a besoin de cet oxygène pour pouvoir vivre. C'est l'heure de faire une petite pause tout de suite. On écoute Cloud de Maria Chiara Argiro et on revient juste après pour parler d'oxygène et des avancées permises par ce fameux ver marin Arrêt Nicolas.
écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. C'était Cloud de Maria Chiara Argiro. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Juste avant la pause, vous avez découvert l'existence du très vieux ver Arenicola marina. Qui de mieux pour en parler que notre invité, Franck Zal, docteur en biologie marine et fondateur de la société Emarina. Il est interviewé par Dounia 16 du Labo des Savoirs. Après la biologie marine, parlons un peu de médecine et notamment du rôle de l'oxygène dans notre corps. Retour à l'interview. Est-ce qu'il existe des pathologies qui sont associées par exemple au manque de transport de l'oxygène dans le sang ou de mauvaise qualité ? Énorme, en fait, quasiment toutes les pathologies ont une notion liée à l'oxygène. On appelle ça l'ischémie. L'ischémie, c'est des problèmes de circulation sanguine, alors par différents types de possibilités, mais quand il y a un problème de colmatage d'une veine, d'une artère, les globules rouges ne peuvent pas circuler. Et donc là, il va y avoir un problème d'hypoxie locale, généralisée. Il y a des maladies génétiques où c'est généralisé comme la drépanocytose, où c'est une maladie génétique qui va avoir pour conséquence de modifier la forme des globules rouges et de créer ce qu'on appelle des crises occlusives. Et donc c'est vraiment des crises extrêmement difficiles, hein, donc qui nécessitent en fait, on va retirer des globules rouges en fait à ces patients pour pouvoir les transfuser avec des globules rouges normaux, tout simplement parce que les globules rouges ne passent pas. Et donc on peut citer l'infarctus du myocarde, on peut citer l'accident vasculaire cérébral, on peut citer les artérites des membres inférieurs. Toutes ces pathologies en fait sont liées à un manque d'oxygène. Et comme, encore une fois, l'oxygène est au centre de tous les processus de la vie, cette molécule a énormément d'applications potentielles dans ce domaine-là. Est-ce que ce sont des maladies qui touchent beaucoup de personnes dans le monde, à tous les âges ? À tous les âges, qui touchent énormément de personnes dans le monde. C'est encore une fois, c'est autour de ces deux mots. Alors on a parlé de l'ischémie, on peut parler de l'anémie, en fait, un manque en fait de globules rouges. Toutes ces pathologies-là, toutes ces propriétés-là ou ces caractéristiques-là vont induire un manque d'oxygène au niveau des cellules. Et donc, en fait, une insuffisance respiratoire, un problème de circulation au niveau cérébral, un problème de contractibilité cardiaque et d'épuisement du cœur. Donc tout ça, c'est des processus en fait indispensables à la vie. Donc l'ischémie, l'anémie, la drépanocytose sont vraiment des maladies qui sont associées à l'oxygène. Oui. Est-ce qu'on peut aussi imaginer qu'un apport supplémentaire en oxygène ou de meilleure qualité puisse aussi traiter d'autres maladies ou d'autres symptômes ? Oui, vous avez raison. Donc en fait, il y a des pathologies liées au cancer, notamment. En fait, il y a des cancers qui sont un peu des cancers qui sont liés à des tumeurs hypoxiques. Donc des tumeurs hypoxiques sont très difficilement accessibles, notamment à la chimiothérapie, parce que ces tumeurs hypoxiques vont avoir pour conséquence de se mettre à côté du système circulatoire pour vivre dans une condition hypoxique. Et donc, vous imaginez bien tout le système hypoxique, voulant moins dire d'oxygène, donc qui est moins irrigué par la circulation sanguine. Et donc, les globules rouges ne vont pas avoir accès à ces tumeurs hypoxiques. Et donc, aujourd'hui, si les globules rouges n'ont pas accès à ces tumeurs hypoxiques, la chimiothérapie ne va pas non plus avoir accès à ces tumeurs hypoxiques. Ça, c'est lié en fait à la nécrose du système vasculaire autour de la tumeur. Par contre, cette molécule, due à sa taille et à sa capacité de délivrer de l'oxygène dans ces tumeurs hypoxiques, puisque la molécule, encore une fois, elle est 250 fois plus petite qu'un globule rouge, on peut également en fait, adresser ce type de pathologie, d'ailleurs, comme notamment, on a des développements comme adjuvant à la radiothérapie, par exemple, pour aller amener une molécule qui est extrêmement chargée en oxygène, l'irradier, créer des ions en fait, qu'on appelle des ions superoxydes, ou c'est des ions instables par rapport à l'oxygène, qui vont être toxiques pour les cellules et donc détruire la tumeur. Donc il y a beaucoup de mécanismes différents qui impliquent de l'oxygène dans notre corps. Ça veut bien dire qu'il y a un véritable enjeu de santé pour comprendre à la fois l'ensemble des mécanismes et proposer des thérapies. Exactement. C'est-à-dire que juste aussi pour vous donner des chiffres, parce qu'en fait, cette molécule, c'est un transporteur d'oxygène et on va parler souvent du sang. On parle souvent en fait d'un sang artificiel, d'un substitut sanguin. Je déteste ce terme-là parce qu'en fait, nous, on adresse uniquement une fonction du sang qui est celle de transporter de l'oxygène. Mais si on se focalise uniquement en fait sur ces globules rouges, dans le monde, il manque 100 millions de litres de globules rouges par an pour satisfaire les besoins de la population mondiale. Et aujourd'hui, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas accès à la transfusion sanguine. Et donc tout ça, encore une fois, c'est parce que c'est un processus central à tout ce qui tourne autour de la vie.
Et tout au long de la vie, on a également affaire à ce qu'on appelle le stress Oui. oxydatif, donc qui est lié à cet oxygène. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques Alors mots? oui, bien sûr. En fait, encore une fois, l'oxygène, c'est un gaz extrêmement intéressant, mais la concentration doit être contrôlée. Ici, on est dans une pièce. Autour de nous, il y a 160 mm de mercure en fait, d'oxygène. Et donc, au niveau pulmonaire, il va y avoir à peu près 40 mm de mercure. Le millimètre de mercure étant C'est la pression partielle en fait, d'oxygène. Et donc, si on ne contrôle pas cette concentration d'oxygène, ou si elle est trop élevée, on va avoir l'effet toxique de l'oxygène. C'est-à-dire que cet effet toxique va avoir pour conséquence, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, de créer des ions radicalaires, des ions superoxydes. Et ces ions superoxydes vont avoir comme pour conséquence d'aller détruire les membranes des cellules, les lipides, ils vont induire des mutations en fait au niveau de l'ADN, tout ça lié en fait à ces ions superoxydes qui vont détruire en fait tout ça. Par contre, il existe des mécanismes de réparation de ces dommages et il existe aussi dans notre organisme des antioxydants qui vont avoir pour conséquence de chélater ces ions superoxydes ou de les neutraliser. Et l'intérêt de cette molécule d'arénicole, c'est que non seulement elle peut transporter de l'oxygène, mais elle a une activité superoxyde dismutase intrinsèque. Donc elle lui permet de transporter et en fait de neutraliser potentiellement des ions superoxydes. Donc vraiment quelque chose qui permettrait presque de lutter contre le stress oxydatif tout au long de la vie et qui est responsable de la mort de certaines cellules et du vieillissement ouais. de notre corps. Oui, tout à fait. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que transport d'oxygène, activité de transport d'oxygène et activité superoxyde dismutase antioxydante de cette molécule, c'est exactement les besoins qui adressent en fait cette molécule pour la problématique de la transplantation. C'est ce qu'on appelle l'ischémie et la reperfusion. L'ischémie, c'est un manque d'oxygène. La reperfusion, c'est peut-être un trop-plein d'oxygène avec la création d'ions superoxydes. Et ben ici, on a une molécule qui transporte et une molécule qui va capter ces ions superoxydes par le biais en fait, de cette activité, ce qu'on appelle de superoxyde dismutase. Alors, cette molécule dont on parle depuis le début, qui transporte l'oxygène, c'est l'hémoglobine. À quoi est-ce qu'elle ressemble dans notre corps? Quel est son lien entre oxygène et globules rouges, hémoglobine? Est-ce qu'on peut refaire le point? Oui, bien sûr. Alors, on va faire deux parties. Donc, nos hémoglobines à nous. Nos hémoglobines à nous sont contenues dans un globule rouge. Ce qui donne votre typage sanguin et le mien, ce sont des sucres qui sont à la surface de la membrane du globule rouge. La composition de ces sucres vont donner en fait les systèmes de A, B, O, résus positif et négatif. C'est juste une composition de sucre qui va donner notre typage sanguin. Maintenant, on va rentrer à l'intérieur du globule rouge. À l'intérieur du globule rouge, il y a notamment une protéine qui est majoritaire qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine est composée de chaînes de globine. Il y a 4 chaînes de globine par hémoglobine. Regardons en fait ce qui se passe chez le ver. Le ver, en fait, il a une hémoglobine extracellulaire, donc pas de globule rouge. Il n'y a pas de sucre à la surface, donc pas de typage sanguin. C'est comme en fait un double hexagone superposé. Alors vous imaginez un donut, mais en fait sous forme hexagonale, 2 parties, un au-dessus, un au-dessous, et au milieu il y a quelque chose qui accroche ces 2 hexagones. Et chaque hexagone en fait est constitué de plusieurs chaînes de globine. Donc l'ensemble fait 156 chaînes de globine, capables de lier 156 oxygènes. Et au centre, il y a des chaînes qu'on appelle des chaînes de structure qui confèrent à la molécule une activité antioxydante intrinsèque qui est liée à 2 atomes métalliques, le cuivre et le zinc. Et donc c'est par contre la brique de base, la globine entre un ver et une globine chez un humain est quasiment à 99,9% homologue. C'est exactement la même chaîne. Donc il y a des grandes similarités tout de même entre ces 2 hémoglobines. Outre le fait qu'il y en ait une qui soit intracellulaire et une extracellulaire. Alors si je casse l'hémoglobine humaine en petites briques et si je casse l'hémoglobine d'arénicole en petites briques et que je regarde la composition de ces briques, je vois quasiment pas la différence. Est-ce que c'est lié vraiment à une espèce de convergence évolutive? Alors c'est lié principalement à une fonction, c'est-à-dire encore une fois, la respiration, si ça marche plus, on n'est plus là. Et donc, c'est une conservation des relations structure-fonction qui permettent la vie. Une mutation en fait, sur une hémoglobine, ça peut conduire à une maladie mortelle. Et donc, cette conservation, parce que je pense qu'au niveau évolutif, cette molécule a tellement évolué qu'elle est devenue
quasiment idéale, et donc elle n'a plus évolué entre un ver marin qui avait besoin de l'oxygène et l'homme qui avait besoin d'oxygène, parce que la structure fine de ces globines sont quasiment similaires. Donc je pense qu'on a atteint un sommet en fait de fonction au niveau de cette globine, qui est toujours là, tout simplement parce que, encore une fois, un acide aminé qui change sur cette protéine, et en fait c'est la mort d'une espèce. Et tout change. Et tout change. Donc cette hémoglobine qui est chargée de transporter l'oxygène dans nos organes pour que nos organes puissent tout simplement fonctionner et que l'on reste en vie. Et cette hémoglobine est également utilisée lors de transplantation pour maintenir ces organes qui sont hors du corps en vie. Alors oui, revenons sur la plage. En fait, sur la plage, ce ver vit entre la zone de balancement des marées, entre marée haute et marée basse. Je suis sûr que vous l'avez tous vu en vous baladant sur les plages. Et donc, marée haute, marée basse, il y a un truc qui ressemble en fait en médecine, ça s'appelle ischémie-reperfusion. Donc on va revenir maintenant au bloc opératoire. Vous avez un chirurgien qui a un donneur, et donc décédé par arrêt cardiaque ou décédé par mort cérébrale. Quand on va déconnecter un greffon, on va le priver de sa source d'oxygène. On va parler par exemple d'un rein. Le chirurgien donc va retirer un rein qui est déconnecté en fait de la circulation sanguine, et si en fait on lui apporte pas d'oxygène, parce que lui aussi il a besoin d'oxygène, il va mourir très vite. Un rein c'est 12 heures, un cœur c'est 4 heures, un foie c'est 6 heures, 6 à 8 heures, et en fait un poumon c'est 6 heures à peu près. Et donc tout simplement parce que ces tissus sont plus ou moins, ils ont un métabolisme plus ou moins prononcé, donc plus c'est court, plus il y a un métabolisme actif, plus c'est long, moins il y a un métabolisme actif. Et donc en fait, quand on déconnecte ces organes, ils ont besoin d'oxygène. Et aujourd'hui, il n'existait pas, puisque maintenant on a développé une solution, mais il n'existait pas de technologie qui permettait de faire durer ces greffons beaucoup plus longtemps, parce que vous imaginez tous la greffe d'organes, des hélicoptères, des avions, on se lève à 3 heures du matin, on va à l'autre bout de la France pour collecter avec sa glacière les greffons, etc. C'est une course contre la montre. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on a démontré en fait par cette approche de zoologie, qui était de l'observation de la nature, c'est que le ver, il respirait uniquement quand il était sous l'eau. Donc c'est exactement comme mon organe est greffé chez le donneur, il est oxygéné par les poumons du donneur qui vont oxygéner le greffon. À marée basse, le ver arrête de respirer. Il vit sur le stock d'oxygène qu'il a fixé sur ses molécules. En fait, cette molécule d'hémoglobine du ver marin, c'est sa bouteille d'oxygène. Maintenant, en fait, quand on déconnecte un greffon en fait, d'un donneur, il n'y a plus d'oxygène. C'est comme mon arénicole à marée basse. Ce que je fais, c'est que je lui donne les molécules d'hémoglobine pour lui faire croire qu'il est connecté et d'attendre la prochaine marée haute, qui est la transplantation chez un receveur. En fait, on reproduit exactement ce qui se passe sur la plage depuis des millions d'années dans un bloc opératoire. Parle de l'observation. Par la simple observation, c'est essayé au démarrage, il n'y avait rien à voir avec la transplantation. Moi, je m'intéressais à essayer de comprendre comment ce ver était capable de respirer dans l'air et dans l'eau. Il n'y avait absolument pas d'innovation derrière tout ça. C'était juste, je me posais la question, comment ça marche? Et donc, moi, le ver, je l'ai regardé par cette approche-là, par cet angle de compréhension des processus physiologiques. Les pêcheurs le regardent parce que c'est utile pour aller à la pêche. Moi, j'ai juste essayé de comprendre et essayé d'expliquer comment il respirait entre la marée haute et la marée basse. Et donc, à partir de cette observation basique en fait, d'un scientifique qui s'est intéressé à cette espèce marine, on est en train de révolutionner des pans entiers de la médecine. On en revient aux questions de biomimétisme, où on s'inspire de comportements qu'on voit dans la nature pour des problématiques bien humaines. Oui, c'est exactement ça. Puis j'aime bien citer toujours en fait Léonard de Vinci qui disait « Regarde vers la nature, c'est là qu'est ton futur ». C'est vrai qu'on vient tous de là. Et donc à un moment donné, posez-vous la question quand vous vous baladez en forêt, pourquoi l'arbre est ici et pourquoi le chêne pousse là et pourquoi c'est pas un frêne, pourquoi le champignon est là et c'est pas une autre espèce. Tout simplement, chaque espèce dans la nature a une histoire. Et donc, si l'espèce est là à un moment donné, c'est parce qu'elle a répondu à une sélection naturelle en fait, qui fait partie de son histoire. Et donc, c'est extrêmement intéressant. C'est comme si vous vous baladez en fait, dans la nature et vous regardez les livres de l'innovation. C'est une bibliothèque d'innovation, en fait. Maintenant, il faut se poser vraiment la question, c'est-à-dire comment ça fonctionne, comment ça marche. Mais souvent, c'est des histoires extrêmement basiques qui arrivent à des innovations totales qui changent en fait, le cours de la vie des humains, quoi. Un peu de musique dans les oreilles pour faire une petite pause avec War Ready de Raymondo 4C. On revient juste après. Let me speak my piece, you gon' right by me, you gon' stand by me, you gon' stand by me. Let me speak my piece, you gon' right by me, you gon' stand by me, stand by me. Cold days, you was at them cold dates and birthdays, even love me on my worst days, even love me on my worst days.
court dates. You was at them court dates and birthdays. Even love me on my worst days. Even love me on my worst days. Supposed to lead by example. Look at what we ran through. Look at what we handled. I knew you was dramatic, no, I was a savage, no, I was a handful, but you was already said that like you knew that shit already. Almost got rid of the belly. Spend my time forgetting and regretting. If I let me drown myself in Henny, you react with petty and envy. How you resent me, covered that in Fenty. Knew you wasn't ready, no right. Poor guy with a sight for sore eyes. How I deal with this? Burn some love, pop some pills with this. Shit ain't never get as real as this. Whoa. Seems like B is the only one who really knows. These them covers over drinks that I had with Joe. Thought I was alone. Let me speak my piece. You gon' right by me. You gon' stand by me. Let me speak my piece. You gon' right by me. You gon' stand by me. Court dates. You was at them court dates and birthdays. Even love me on my worst days. Even love me on my worst days. Court dates. You was at them court dates and birthdays. Even love me on my worst days. Even love me on my worst days. Things got friendly, things got messy, things got heavy. Text from my exes, swear that shit was tempting. Boy, you was my best thing. You know that already. Girl, you know that already. Le Labo des Savoirs. Émission activatrice de synapses. C'était War Ready de Raymondo 4C ou 4C, je ne sais pas. Vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs. Notre invité, Franck Zal, est docteur en biologie marine et fondateur de la société Emarina. Il est interviewé par Dounia 16 du Labo des Savoirs. Donc concrètement, en regardant des vers aller au gré des marées sur le sable de nos côtes françaises, on est peut-être en train de sauver d'autres personnes à l'autre bout de la France qui sont en attente d'un greffon. On parle de combien d'heures, par exemple, de gagner vis-à-vis de ça ? Juste pour vous dire, alors nous on est très contents aujourd'hui. Alors c'est pas content pour être content, c'est parce qu'en fait on a revu les patients, on a sauvé 320 personnes. Donc avec cette innovation. Et donc en fait on passe d'heures en jours. Donc au lieu de passer en fait un poumon de 6 heures, on a réussi à garder des poumons 48 heures. Au lieu de garder un rein pendant 12 heures, on a réussi à garder des cellules rénales pendant une semaine. Donc en fait, ce qui veut dire, c'est que un process d'urgence, qui est la transplantation, où c'est une course contre la montre, nous, on peut programmer. Donc, on passe d'une médecine d'urgence à une médecine programmée. Mais ce qui change complètement la vie du système hospitalier. Et pourquoi finalement ne pas... Enfin, quelles sont les différences avec l'utilisation d'hémoglobine humaine, on va dire? C'est parce que... Ah, ça, c'est une bonne question. Finalement, on pourrait se dire ce qui peut venir de notre propre espèce, de notre propre corps, pourrait tout aussi bien marcher. Eh bien non, parce que vos hémoglobines à vous fonctionnent à 37 degrés. Et donc, si je mets vos globules rouges à 4 degrés, ça ne va pas marcher. En fait, vous avez évolué en normothermie. Donc, la température de l'homme, c'est 37 degrés. Et donc, 37 degrés, ça voudrait dire qu'il faudrait que je mette ces greffons à 37 degrés avec plein de problèmes. C'est comment je maintiens du... Donc, imaginez-vous ici, on est à Nantes, je dois aller à Marseille. Donc, je vais avoir un donneur, je vais prendre son sang pour perfuser en fait, le greffon. Il faut que j'ai de la température, donc ça veut dire de l'énergie. Parce que pour maintenir en fait cette température, il faut de l'énergie. Et donc l'intérêt en fait de l'hémoglobine de ver marin, c'est que c'est un organisme poikilotherme. Ça veut dire qu'il ne contrôle pas sa température. Il est présent aujourd'hui, alors je ne sais pas combien il fait dehors, mais en fait à 3-4 degrés, même moins, parce qu'en fait il y a eu des plages qui étaient recouvertes de gel, il est toujours là, donc sa molécule fonctionne à basse température,
et elle fonctionne aussi à 37 degrés. Alors il fait rarement 37 degrés sur des plages de Bretagne, même si cet été on a eu 42 degrés, mais les arénicols sont toujours là. Donc ils supportent la basse température et la haute température, et la molécule fonctionne. Ensuite, maintenant, quand vous allez parler de donneurs, prenez notre sang, mais on a des typages sanguins différents. Donc en fait, tout ça c'est compliqué. Et aujourd'hui, en fait, quand vous allez mettre du sang avec de l'hémoglobine, par exemple humaine, dans ces organismes, il va falloir les perfuser, parce que finalement, à un moment donné, sinon ça marche pas. Et quand on perfuse, on utilise certaines pompes qui sont des pompes péristatiques, et donc ils ont tendance à écraser les globules rouges et à faire de l'hémolyse. Donc ils créent des problèmes majeurs, en fait, notamment au niveau des reins. Donc ils vont colmater les reins. Donc beaucoup de problèmes, sinon quasiment impossible, d'utiliser de l'hémoglobine humaine pour aller perfuser des greffons. Donc finalement, les capacités d'adaptation de l'hémoglobine de arénicola, plus tous les problèmes, on va dire entre guillemets, que peuvent causer notre propre hémoglobine, de par sa taille, de par sa température, sa façon de fonctionner, fait qu'on tolère mieux de l'hémoglobine d'un petit ver marin que celle de notre voisin. Exactement. C'est parce qu'en fait, grosso modo, remonter encore, en fait, moi j'ai toujours tendance à remonter à l'évolution. Donc 450 millions d'années, on n'était pas là. En fait, c'est comme si vous aviez un dénominateur commun qui est cette molécule de ver marin qui a donné en fait les autres globines qui sont présents dans les autres en fait phylums. Et donc c'est la base en fait. La base s'est développée ici. En fait, elle s'est développée à cette hauteur de 450 millions d'années. C'est le passage, encore une fois, c'est le passage entre le milieu aquatique et le milieu terrestre. Donc le milieu aquatique, le milieu terrestre, c'est ce qui a donné en fait la colonisation de la Terre. Et donc c'est intéressant de remonter à tous ces processus physiologiques ancestraux. Et moi j'ai adoré en fait pendant mes études, en fait on enseignait la physiologie comparée, où on allait regarder en fait qu'est-ce qui se passait chez une grenouille, qu'est-ce qui se passait chez un insecte, qu'est-ce qui se passait chez un crustacé. Et à partir de là, on essayait de comprendre l'adaptation physiologique des espèces, qui permettait de recréer l'environnement dans lequel ces espèces vivent. Et c'est super intéressant. Je trouve ça dommage qu'on ne fait pas plus souvent, parce que c'est basique, mais on peut faire des révolutions juste en observant, en allant se balader en forêt ou sur une plage, quoi. Alors cette hémoglobine de Arénicola marina, qui semble presque miraculeuse, il faut bien la récupérer, oui, ou tout du moins la produire. Cette hémoglobine donc, qui stocke et transporte 40 fois plus d'oxygène que la nôtre. Comment est-ce qu'on arrive à la récupérer? Quels sont les processus? Déjà, juste permettez-moi de préciser, je déteste le mot miraculeux ou magie. C'est pas miraculeux, c'est pas magie, c'est uniquement de la physiologie respiratoire. C'est bien pour ça que je dis semble, car il n'y a rien de miraculeux dans la nature, ou uniquement des processus. Il y a une explication qui permet d'expliquer la présence de l'espèce. Maintenant, comment on la récupère? Alors déjà, il faut bien rappeler que nous, aujourd'hui, on ne prend plus un arénicole sur la plage. On élève ces vers en aquaculture. Donc on a une ferme qui est capable à terme de faire 30 tonnes d'arénicole à l'année, qui se trouve en fait sur l'île de Noirmoutier. Et donc aujourd'hui, cette ferme fait de l'arénicole dans des zones, dans un environnement complètement tracé et contrôlé. Par exemple, dans un flacon qui va servir pour transplantation, moi je sais qui sont les parents qui se retrouvent en type de molécule dans le flacon. Ensuite, comme c'est donc tout le process commence en fait en plusieurs étapes. Donc on élève ces vers, on les récolte de bassins. Donc il faut imaginer des piscines de 450 mètres carrés avec du sable au fond, où on reproduit la plage à l'intérieur. On récupère en fait ces vers que l'on a mis en fait en culture dans ces grandes piscines. On les congèle, et ensuite il y a tout un process d'extraction de ce pigment respiratoire à partir de cette matière congelée. Et comme c'est une molécule extracellulaire, le fait de congeler et décongeler en fait les vers marins, on crée un choc hémorragique qui permet de récupérer ces protéines dans un tampon de formulation, un tampon d'extraction. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est comme la collecte du sang, on va purifier cette protéine dans un mélange complexe qui va nous donner à la fin cette protéine que l'on utilise dans nos applications. Est-ce que ce sont des processus qui sont longs? Combien de temps est-ce qu'on a besoin d'élever ces vers pour en récupérer leur hémoglobine? Alors, ces vers, dans la nature, ça se reproduit une fois par an, en ce moment. Bien évidemment, vous ne pouvez pas imaginer un process industriel en disant « je récupère de la matière première une fois par an ». Et donc, nous, on a travaillé sur la zootechnie de ces vers. Donc, on sait qu'est-ce qui déclenche la ponte, pourquoi ça déclenche la ponte, etc. Nous, on est capable, dans la ferme de Noirmoutier, de reproduire des arénicoles toute l'année, pour avoir notamment ces larves en fait toute l'année qui nous permet d'avoir de la matière première d'une façon constante. Ensuite, cette reproduction est complètement maîtrisée chez Marina, c'est-à-dire que les vers vivent dans la nature à peu près 6 ans. Les sexes sont séparés.
Donc nous, on récupère les ovocytes et les spermatozoïdes, on fait de la fécondation in vitro, on récupère des larves, et entre le moment où on fait cette manipulation et au moment où on va récolter des vers, c'est à peu près 3-4 mois. Des 3-4 mois qui vont nous donner des gamètes jusqu'à un ver utilisable en fait pour nos processus d'extraction. Donc vous voyez à peu près 3-4 mois pour cette partie-là. Et ensuite, une fois que vous avez la quantité de verre nécessaire pour l'extraire, c'est à peu près une semaine de travail pour extraire en fait les molécules de ces vers marins. Alors finalement, vous utilisez ces vers qui sont issus de nos côtes françaises et de la nature comme un espèce de très grand laboratoire de recherche et de production et de développement. Est-ce qu'on pourra aller un petit peu plus loin et parler d'une exploitation ou d'une préservation des capacités de ces vers? Donc en fait, c'est ce qu'on appelle de l'aquaculture. En fait, l'aquaculture, c'est d'éviter d'aller prendre ce qui existe dans la nature, c'est en fait d'aller comprendre, en tout cas moi l'approche qui a été la nôtre, c'est d'aller comprendre ce qui se passait sur la plage et de la reproduire dans des fermes aquacoles. Donc oui, c'est en fait comme de l'élevage, c'est comme de l'aquaculture. En fait, l'aquaculture, c'est l'agriculteur des mers en fait qui produit ce qui, au lieu d'aller puiser dans la nature, on élève en fait cette matière première ou ces organismes ou ces céréales ou ces poissons en aquaculture. Et donc mais le but justement, c'est d'aller apprendre dans la nature, mais plus d'aller toucher la nature une fois qu'on a compris. Et donc de reproduire la nature dans ces laboratoires ou dans cette ferme aquacole. Est-ce qu'on peut envisager dans l'avenir, dans le futur, de plus en plus d'usage de cette hémoglobine de Harry Nicolas? Peut-être, on l'a parlé, pour remplacer l'usage de l'hémoglobine humaine pour les transplantations ou pour certaines maladies? Alors, oui, en fait, ce qu'on a trouvé, c'est une plateforme technologique. Cette molécule, encore une fois, elle est centrale pour plein d'applications, puisque je vous ai rappelé que l'oxygène est indispensable à la vie. Donc, quand vous imaginez un iceberg, en fait, vous voyez la partie qui est au-dessus du niveau de la mer, ça c'est Hémodolife. Et la plus grande partie, c'est dessous le niveau de la mer. Et on a énormément d'applications qui sont en train de sortir. Dans le domaine dentaire, pour les maladies parodontales, pour la cicatrisation des plaies hypoxiques, pour la transfusion sanguine et adresser certaines pathologies, l'AVC, la drépanocytose, les artéries des membres inférieurs, l'infarctus du myocarde, tout ça, c'est adressé uniquement une pathologie qui est liée à un manque d'oxygène. Donc aujourd'hui, on a plus de 63 brevets qui protègent l'ensemble de la technologie des marinas et qui décrit en fait les applications sur lesquelles on peut travailler. Alors, on parle des applications médicales, mais il y a aussi des applications purement de recherche. Faire des anticorps monoclonaux. Alors, qu'est-ce que vient faire la rénicole dans la production d'anticorps monoclonaux? Tout simplement, ou de protéines recombinantes, tout simplement parce que tout ça, c'est de la biotechnologie, qu'à un moment donné, les cellules ont besoin de respirer. Et aujourd'hui, les rendements sont extrêmement faibles en fait, quand on produit ces molécules. C'est pour ça que les prix sont extrêmement élevés. On a montré que quand on utilisait ces molécules dans des bioréacteurs, on augmentait le rendement de production de ces anticorps monoclonaux. Donc vous voyez, des applications uniquement industrielles. On a aussi des applications dans la fermentation, donc augmenter les rendements de production des ferments lactiques pour produire en fait des produits de consommation comme le yaourt, le vin, le fromage, etc. Et donc aujourd'hui, par exemple, les gens ne le savent pas, mais quand on utilise ou quand on boit un verre de vin ou quand on mange un bout de fromage, personne ne sait que dans tous ces processus, il y a du sang. Pourquoi il y a du sang? Tout simplement parce que ces ferments lactiques ont besoin de fer pour augmenter leur biomasse. Mais pas du fer ferreux que l'on va avoir sur un bout de métal. Ils ont besoin du fer biologique. Et le fer biologique, c'est du fer que l'on va trouver dans les hémoglobines. Donc, vous voyez, tout le panel, mais c'est assez étonnant, cette molécule, elle est assez étonnante parce qu'elle est vraiment au centre d'un tas de processus qui ont conduit à la vie. Et je crois savoir qu'elle a en plus des propriétés antibactériennes et anti-inflammatoires, donc le champ des possibles. Oui, c'est ça, c'est antibactérien. Alors là, on l'a démontré en fait, notamment pour les maladies parodontales. Les maladies parodontales, qu'est-ce que c'est? Alors quand vous brossez les dents, des fois vous saignez, tout simplement parce qu'il y a des poches parodontales, c'est un décollement de la gencive par rapport à la dent. Et dans cette poche, il y a des bactéries anaérobies qu'on appelle des Porphyromonas gingivalis, qui sont des bactéries très méchantes, qui vont détruire votre dent. Et donc si on fait rien, la dent va partir et puis la gencive va se décomposer. Et donc on a montré que quand on mettait ces molécules dans des gels et qu'on mettait ce gel au niveau de ces poches parodontales, on détruisait ces bactéries
anaérobie, parce qu'on apportait de l'oxygène et elles n'aiment pas l'oxygène. Et en plus, on permettait la cicatrisation de la gencive. Et c'est exactement la même chose, par exemple, sur des plaies du diabétique, où en fait, ces plaies sont difficilement cicatrisables parce que l'oxygène n'arrive plus au niveau de la circulation sanguine. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On met un gel en fait sur ces plaies et on va amener de l'oxygène par la voie topique, par l'extérieur, plutôt que par la voie intérieure, par la circulation sanguine. Donc, encore une fois, je pense que moi, je ne serai plus là. Il y aura encore des applications à développer à partir de cette molécule. Donc les applications, vous l'avez dit, semblent immenses. Est-ce qu'il y aura peut-être possiblement des freins, des limites à ce développement? On peut penser peut-être aux possibilités de production, aux coûts, aux usages trop ciblés. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'on a levé les derniers freins. C'est-à-dire que les derniers freins que l'on avait devant nous, c'était des freins réglementaires. C'est-à-dire que comment on passe d'un ver marin au bloc opératoire. Donc tout ça, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que d'un point de vue réglementaire, il a fallu tout inventer. Il a fallu éduquer, il a fallu former en fait les personnes qui travaillent autour du réglementaire. Je me souviens des premières réunions que j'avais avec des personnes du réglementaire. Je leur parlais d'Arrêt Nicolas Marina. Ils me disaient mais c'est quoi ça? On n'a pas de formulaire pour ça. Tout simplement parce que ça n'existait pas. Donc en fait finalement, toute cette histoire entre les autorisations qu'on a eues au mois de septembre et la découverte, c'est 15 ans de développement. 15 ans de développement qui ont amené en fait à ces autorisations. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que l'on fait? C'est ce qu'on appelle des innovations de rupture. Et il y a une personne qui s'appelait Schopenhauer qui disait que les innovations de rupture, en fait, ça passait par 3 phases. Au démarrage, quand je suis sorti de mon laboratoire et que j'ai dit que j'allais sauver des gens à partir d'un ver marin, on m'a dit Franck Zal, il est frappé. Il est frappé parce qu'on ne sauve pas des gens à partir d'un ver marin. Ça a duré 5 ans. Ensuite, c'est dangereux. Il continue, c'est dangereux. Donc ça, c'est le réglementaire. 5 ans de réglementaire. Puis maintenant, les gens me disent, mais j'y avais pensé avant toi qu'on allait sauver des gens à partir de cet arrêt Nicole. Donc tout ça, c'est un long process. Il faut accepter que cette innovation percole en fait dans le monde, dans l'administration, dans les routes, dans la médecine, etc., etc. Mais aujourd'hui, qu'on a ouvert la porte à tout ça, j'espère que ça sera beaucoup plus facile ou beaucoup plus rapide pour les prochaines applications, puisqu'on a démontré que le produit était non seulement safe, mais en plus, il était extrêmement performant sur les greffes d'organes. Et on ne parle pas d'une performance en fait, de quelques pourcents. On a fait un suivi à 4 ans en fait, des patients qui ont été greffés avec Hémodolife. Les patients qui ont été greffés avec Hémodolife 4 ans après la transplantation, on a 98,3% de survie des patients, contre des patients qui ont été greffés avec les conditions standards, on a 86% de survie des patients. Donc on a montré que c'était extrêmement performant. Les personnes en fait avaient des reins qui fonctionnaient beaucoup mieux. Et puis surtout, en fait, ils avaient des taux de survie extrêmement importants. Donc les effets à long terme ont été étudiés? Oui, parce qu'en fait, et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que l'idée qu'on a eue, c'était on fait en fait cet essai clinique et on va suivre qu'est-ce qui se passe à long terme. Donc on a prévu de faire ça. Donc là, on vient d'avoir les datas à 5 ans, on va avoir les datas à 10 ans. Et donc c'est un suivi de patients, de cohortes de patients qui ont fait des essais cliniques que l'on va suivre, qu'on suit tous les ans pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont eu un changement de médicament, est-ce qu'ils n'ont pas eu un changement de médicament. Par exemple, les patients d'Hémodolife n'ont pas eu un médicament qu'on appelle une drug rescue. C'est des personnes qui vont être proches de rejeter leur rein et donc on leur donne ce médicament-là pour éviter le rejet du rein. Chez nous, aucun des patients n'a eu ce médicament. Dans le grain contrôle, où il y a eu 86% de survie, 15% à 5 ans ont eu ce médicament. Donc c'est énorme en fait d'un point de vue médical. Justement, de ce point de vue médical, de ce qui semble être une véritable innovation de rupture, comme vous le dites, est-ce qu'elle pourra être également accessible au plus grand nombre? Parce que je crois que pour le moment, c'est soumis à des brevets. Alors c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'un brevet, en fait, sur le voie du développement, c'est quasiment indispensable. Ça ne veut pas dire qu'on est des capitalistes, qu'on ne veut pas donner en fait la technologie en fait aux médecins, aux patients, etc. C'est tout simplement parce que pour développer une application, on a besoin d'argent. Et cet argent, en fait, comment on le trouve? On le trouve en levant de l'argent. Les investisseurs, pour en fait vous permettre d'avoir cet argent, demandent une certaine protection. Si vous aujourd'hui vous épargnez en fait dans une banque, vous voulez que la sécurité de la banque, vous avez un taux de rendement qui s'appelle X%, 3%, 2%, etc. Ben, les investisseurs, au lieu de le passer à la banque, comme vous pouvez le faire pour votre épargne, eux ils le passent dans des sociétés qui sont potentiellement à risque, qui peuvent tout perdre, mais ils peuvent gagner. Donc à un moment donné, ils ont besoin d'une certaine protection pour mettre votre argent chez vous. Et donc, mais ça ne veut pas dire
que cette technologie-là, au contraire, moi quand je me suis lancé en fait dans cette aventure, mon but c'était de sauver toute la planète. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je veux, c'est en fait que cette technologie diffuse le plus largement possible, ce qui est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on est contacté par le monde entier pour avoir accès à cette technologie, et le but c'est qu'elle arrive très très vite maintenant dans tous les blocs opératoires pour permettre à ces patients de bénéficier de cette technologie. Encore une fois, rappelez-vous ces 2 chiffres. 98,3% de survie avec le produit contre 86% sans le produit. Donc on n'est pas à dire on donne 13% de vie en plus. Donc c'est énorme en fait par rapport à une transplantation. Donc c'est presque un nouveau médicament que vous offrez Alors c'est sur pas un le médicament, marché. je vous corrige, c'est pas un médicament, c'est un dispositif médical. Donc on offre en fait au domaine de la greffe. Et d'ailleurs, il y a des médecins, des chirurgiens qui disent aujourd'hui qu'ils ne transplanteront plus en hémo de life parce qu'ils ont vu les résultats. On a fait aussi des greffes de face, des greffes de bras en fait avec la technologie. Où il y en a qui disent que cette technologie, c'est une innovation comme les immunosuppresseurs ont permis la transplantation. Donc vous voyez, c'est même les médecins aujourd'hui qui s'approprient la techno et qui ont vu une différence avant et après en fait l'utilisation de la techno. Franck Zal, merci d'avoir répondu aujourd'hui à mes questions sur l'hémoglobine de ce ver. Arrêt Nicolas Marina. Merci à vous. C'est déjà la fin de cette émission. Merci à notre invité Franck Zal de nous avoir éclairé sur le destin de ce petit ver marin, Arrêt Nicolas Marina. Il était interviewé par la formidable rédactrice en chef du labo, Dounia 16. Merci aussi au Muséum d'histoire naturelle de Nantes qui propose gratuitement des conférences une fois par mois sur un sujet scientifique. Ça s'appelle Conférences étonnantes. Et vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.